Durant les 12 prochains mois, nous serons confrontés à une récession alors que tout le monde pense à un soft landing. Et je vais te faire part de mon analyse qui a des chances proches de 99% de s'exécuter. Et également de l'impact que cela pourra avoir sur les marchés et les opportunités qui en découlent. Pense à t'abonner et à liker la vidéo si elle te plaît. Elle m'a demandé énormément de travail, donc je te remercie si tu le fais. Pour remettre dans le contexte, nous sortons de la crise pandémique de 2020, nous entrons dans une période de quantitative easing entamée par la Federal Reserve aux États-Unis. C'est-à-dire une période où la banque crée et injecte énormément de liquidités dans l'économie afin de stimuler cette dernière. Sauf que cette période est ultra inflationniste et durant 1 an et demi de quantitative easing, l'inflation est passée de moins de 1% à plus de 9% par an. Et c'est un gros problème car cette inflation devient incontrôlable si elle n'est pas maîtrisée très rapidement de manière pertinente. Une inflation trop rapide dans un pays, c'est-à-dire une grosse augmentation des prix, c'est un gros problème et cela peut réellement mener à sa perte. En outre, lorsque l'inflation est trop haute et que la banque centrale ne maîtrise pas la valeur de la monnaie, le pays fait faillite. C'est d'ailleurs le cas de l'Argentine récemment. Une inflation contrôlée, c'est une inflation qui se situe entre 1,5 et 2,5% par an, permettant au pays de créer de la croissance mesurée par le PIB grâce aux liquidités injectées dans l'économie par la banque centrale, tout en restant maîtrisée. Mais comment maîtriser cette inflation? C'est via les taux d'intérêt que l'inflation est maîtrisée et que la baisse de valeur de la monnaie peut ralentir. On en entend parler depuis près de 2 ans, mais en réalité, qu'est-ce que ça change des taux hauts ou des taux bas? Des taux bas, ça pousse les entreprises à emprunter, car les intérêts seront bien moins chers. Si une entreprise crée 5% de valeur par an, il sera intéressant pour elle d'emprunter à des taux comme du 0,5% ou du 1% comme en période de quantitative easing où les taux sont très faibles. Donc dans ce genre de période, on a des entreprises qui créent énormément de valeur et donc cela se répercute sur le prix de leurs actions. On a donc beaucoup d'argent qui ruisselle sur les marchés actions et autres assets à risque. Alors que les obligations gouvernementales à court terme rémunèrent beaucoup moins, donc la monnaie également par conséquent. A l'inverse, lorsque les banques centrales augmentent leur taux d'intérêt, comme on a pu le vivre durant l'année précédente, les obligations gouvernementales rémunèrent à des taux très élevés. Donc pour les gros capitaux, il y a peu d'intérêt à aller chercher des rendements sur les marchés actions ou les cryptos, alors qu'en achetant des obligations gouvernementales, en l'occurrence américaines, donc bien plus safe, ils obtiennent des rendements à court terme très hauts, parfois même des rendements réels positifs alors que l'inflation est au plus haut. C'est une période qu'on appelle le quantitative tightening, ce qui entraîne une baisse des capitaux sur les assets à risque et donc une chute des marchés financiers comme on a pu la connaître durant toute l'année 2022. Les taux d'intérêt américains sont passés de 0,25 à 5,5% en l'espace d'1 an et demi seulement, ce qui signifie que les banques, entreprises et particuliers empruntent à présent à des taux bien plus élevés que précédemment, ce qui par conséquent ralentit l'économie. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'une récession? Une récession, c'est une période où la croissance d'un pays ralentit. Cette croissance est mesurée par le PIB. Lorsque le PIB est négatif durant au moins 2 trimestres consécutifs, le pays entre en récession. Et tu me diras, comment ça se fait que les États-Unis ne soient pas déjà entrés en récession alors que les taux ont été augmentés il y a plus d'1 an? Peu de gens le savent, mais l'impact des taux d'intérêt dans l'économie réelle n'est pas instantané, loin de là. Bien que les marchés se sont repliés durant toute l'augmentation des taux due à la sortie des capitaux des marchés actions pour se diriger vers les marchés obligataires, il y a un lag plus ou moins important entre l'augmentation des taux et le ressenti dans l'économie du pays. C'est pour cela que les États-Unis ne sont pas encore en récession, mais comme tu le verras dans la suite de la vidéo, ça ne saurait tarder bien que nous soyons sur un des lags les plus longs de l'histoire économique. Nous le verrons après sur les graphiques, mais cela est dû à l'augmentation tardive des taux alors que l'inflation avait déjà atteint son plus haut, mais également au taux variable des prêts dans le secteur immobilier commercial qui sera mis à jour cette année. La récession sera probablement déclenchée par une crise bancaire provenant des banques régionales et de la crise de l'immobilier commercial. Pour comprendre cela, remettons un petit peu de contexte. Une banque a 2 rôles, collecter les dépôts et distribuer les crédits. Elle fait du bénéfice en prêtant de l'argent à ses clients, qui est celui de ses déposants, en appliquant des taux plus élevés que ce qu'elle verse à ses déposants. Elle se rémunère grâce à la différence entre ces taux. Plus l'écart est important, plus elle gagne de l'argent. Pour gagner encore plus d'argent, la réglementation l'autorise à prêter plus que ce que ses clients lui ont confié, de l'ordre de 1 à 10 aux États-Unis, ce qui signifie qu'elle peut prêter 1 million de dollars quand elle dispose seulement de 100 000 dollars. L'avantage est que cela multiplie les profits par 10, mais par conséquent, cela multiplie également les risques par 10. D'autant plus qu'elle transforme la maturité des fonds en prêtant sur du long terme de l'argent qu'elle emprunte à court terme à ses clients ou sur les marchés. La qualité des prêts accordés est donc primordiale, sinon ça finit comme la crise de 2008. Car si une catégorie des emprunteurs fait défaut, cela pose un sérieux problème et peut mener à de sérieux risques concernant la solvabilité de la banque. Bientôt, un manque de 2200 milliards de dollars se fera ressentir chez les banques américaines et il est probable que beaucoup de banques régionales ne verront pas 2025. Les taux très hauts ont entraîné une baisse drastique des bénéfices des banques. La valorisation boursière du secteur bancaire a perdu près de 50%. On parle de 39% pour PNC Bank, moins 40% chez Citizens Bank, moins 45% chez KeyBank, moins 78% chez New York Community Bank Corp. Afin de garder leurs clients, ils ont dû proposer des taux de rémunération élevés des dépôts, ce qui a fait chuter leurs bénéfices. Les banques régionales ont subi beaucoup de retraits vers les grosses banques qui sont soutenues par le gouvernement. On parle alors de banques
systémiques, comme JP Morgan qui encaisse plus 60% et Bank of America encaisse plus 50% de hausse depuis la crise bancaire de mars 2023. La chute des valeurs obligataires ont drastiquement impacté la valeur de leur stock d'obligations, ce qui dégrade la structure de leur bilan. Les banques régionales distribuent 40% des prêts aux États-Unis et sont généralement 5 fois plus exposées que des grandes banques à l'immobilier commercial, qui est le danger qui va nous intéresser. L'immobilier commercial est en crise depuis le Covid. Les taux de vacances, c'est-à-dire la proportion de biens inoccupés, est de 20% dans le domaine commercial. Cette proportion devient inquiétante au-delà de 10 à 12%. La prochaine crise pourrait être déclenchée par la faillite de certaines banques régionales due à la crise qui touche le secteur de l'immobilier commercial. Warren Buffett parle même de bombe à retardement. Un facteur qu'on oublie beaucoup est que les Américains sont très friands de taux variables, particulièrement dans l'immobilier. Là où les taux des particuliers sont revus chaque année, dans le cas des promoteurs, constructeurs et exploitants, les taux sont revus tous les 3 à 5 ans. N'oublions pas que les taux sont passés de 0% à 5% en moins d'un an, du jamais vu depuis les années 80. Cela signifie qu'en 2024, 2200 milliards de dollars de dépôts qui vont passer de 0 à 5,5% instantanément, ce qui aura pour conséquence de faire bondir les mensualités des prêts effectifs avant la hausse de 75%. Si en plus de cela, le bien que l'emprunteur détient est à moitié vide ou ne génère pas autant qu'il le devrait, les promoteurs ne pourront clairement pas honorer leurs engagements. Cela aura des conséquences pour l'emprunteur, ses employés, ses clients, mais surtout pour la banque, car ils seront des dizaines à ne pas pouvoir rembourser ces mensualités. Les banques régionales restreindront alors la distribution des crédits aux entreprises, artisans, commerçants, PME, ce qui va considérablement freiner l'économie et donc la croissance, qui entraînera la récession que l'on attend avec de fortes probabilités d'exécution. Nous allons à présent voir comment les crises se sont déclenchées dans le passé et comment nous pouvons analyser la crise que nous devrions vivre. On est directement sur TradingView, vous le savez peut-être pas, mais TradingView ne permet pas seulement d'analyser les graphiques avec des bougies, comme vous pouvez le voir assez souvent avec mes vidéos, mais on peut également analyser des datas économiques avec simplement des droites. Et c'est justement ce qui va nous intéresser et ce qu'on va faire dès à présent. Pour commencer, je vais vous montrer comment chaque hausse de l'inflation a mené à une récession depuis 1915. Pour ceci, on va se rendre donc sur le ticker qui s'appelle USIRYY, donc tout simplement United States Inflation Rate en YOY, ok, tout simplement. Donc on est directement dessus et je vais y ajouter un graphique très intéressant qui s'appelle récession TXMC. Donc vous pouvez le faire directement sur vos graphiques si vous le souhaitez. Et donc là, on est directement en fait sur le taux de l'inflation, donc l'inflation, l'évolution de l'inflation aux États-Unis, et on remarque donc que les barres rouges, c'est tout simplement les récessions qui ont lieu le dernier siècle, donc depuis, comme vous pouvez le voir, 1915, tu vois, j'ai de l'historique depuis assez longtemps quand même, jusqu'à la crise de 2021. Donc c'est pas très compliqué. Je t'ai mis justement, comme tu le vois, les hausses de l'inflation, donc les hausses assez agressives de l'inflation. Tu vois, à chaque fois, on a eu une grosse accélération de l'inflation et en parallèle, en fait, on a eu une hausse des taux qui a par la suite entraîné une récession, hein, tout simplement. Tu vois, donc grosse hausse de l'inflation, récession. Grosse hausse de l'inflation, récession. Grosse hausse de l'inflation, récession. Hausse de l'inflation, récession. Hausse de l'inflation, récession. On a eu par la suite une nouvelle hausse de l'inflation et une nouvelle récession qui a ensuite permis en fait de calmer cette inflation, d'accord, parce que la récession en fait ça a permis l'arrêt de l'inflation, l'arrêt de l'accélération de l'inflation, d'accord, parce qu'il faut savoir que l'inflation ça ne recule pas, d'accord, ça avance toujours. Une monnaie est dans 99% des cas inflationniste, sauf si on est en déflation, mais là c'est différent. On dit qu'une inflation elle accélère ou elle ralentit. Là en l'occurrence, tu vois, on a un ralentissement de l'inflation. Accélération de l'inflation, ralentissement, récession. Et on a ça, tu vois, à chaque fois. À chaque fois, je t'invite à faire pause ou aller directement sur ton graphique. Mais on peut même voir hein, ce qui s'est passé donc précédemment, la crise du Covid. On avait eu, tu vois, une hausse de l'inflation, puis après un ralentissement et on a eu la récession. Bon, c'était un petit peu spécial, c'était avec le Covid. Mais là, tu le vois, clairement, on a eu une grosse hausse de l'inflation. On a eu jusqu'à 9%, tu vois. Juste ici, hein, tu as l'échelle juste là. Puis ensuite, on a eu un ralentissement de l'inflation pour stagner un petit peu à 3,4. Donc le mandat de la Fed, c'est d'amener l'inflation à environ 2%, tu vois. Donc le mandat n'est pas encore respecté. Donc pour le moment, la baisse des taux n'est pas prévue pour aujourd'hui. On va y venir, hein, d'accord, on en parlera juste après. Et donc on pourrait s'attendre également à une récession, donc une nouvelle bande rouge très prochainement, ok. Je vais ensuite vous illustrer les récessions précédées par des hausses des taux agressives dues à l'inflation dans l'histoire. Donc pour ceci, c'est très simple, je vais simplement aller ici sur le petit plus et je vais ajouter le ticker US Inter, donc US Inter, donc pour United States Interest Rate, ok. Et je vais mettre tout simplement nouvelle échelle de prix, donc on va être en pourcentage, hein, pareil, mais on va essayer donc de les superposer. Et tu vois, à chaque fois qu'on a eu des hausses des taux, on a un peu moins d'historique, par contre on voit bien donc l'augmentation des taux d'intérêt
suite à l'inflation. Donc tu vois, à chaque fois qu'on commence à avoir une accélération de l'inflation, en bleu, tu vois, on a en bleu donc l'inflation comme je te l'ai montré juste avant, et en rouge, on a donc les taux d'intérêt. Tu vois, on augmente progressivement les taux, boum, récession. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai expliqué, les taux, ça ralentit l'économie, ce qui donc mène à une croissance négative sur 2 trimestres consécutifs, et c'est cette période de récession. Tu vois, là pareil, on a eu donc cette hausse de l'inflation en bleu, en même temps on a eu une grosse hausse agressive des taux d'intérêt, pareil, on a eu la récession juste après, tu vois, on a baissé légèrement les taux, puis ensuite on les a de nouveau augmentés, on a eu de nouveau une récession. Ici, tu vois, pareil, on a l'augmentation de l'inflation, on augmente progressivement les taux, et là on a une récession, tu vois, un ralentissement de l'économie, tout simplement. Et ça, c'est tout le long, tu vois, donc pareil, la crise de 2008, pareil, on a une grosse augmentation des taux avec une augmentation de l'inflation et boum, récession. Et là, on est dans le même cas de figure, tu vois, et là, tu vois, on est actuellement donc à 5,5%, une hausse qui a été extrêmement agressive. Et donc, pour calmer un petit peu, pour ralentir cette inflation, et donc, on s'attendrait à ce qu'on ait une récession prochainement, comme je te l'ai expliqué. Tu le vois ici, on est quand même sur un plateau juste en haut et c'est ce qui se passe à chaque récession, tu vois. On a un plateau où on tient les taux pendant plusieurs mois, pendant peut-être même plusieurs années. Là, en l'occurrence, ça fait plus d'un an, il me semble, qu'on a les taux à 5,5. Tu vois, ça fait bientôt un an qu'on a les taux à 5,5. Et donc, en fait, c'est tout simplement, on attend que l'économie craque, ok? Le but en fait de la Fed, c'est tout simplement que l'économie craque et lorsqu'elle va craquer, on va baisser les taux assez agressivement, comme on a pu avoir ici, tu vois. Là, probablement qu'on a commencé à avoir quelques faillites, etc. Et donc là, on a baissé les taux assez agressivement et juste après, on a eu la récession. Là, pareil, on a commencé à baisser les taux, probablement que l'économie en chie un petit peu. Boum, on a baissé les taux assez agressivement et on a eu la récession pendant ce temps. Tu vois, donc à chaque fois qu'on baisse les taux, juste après la baisse des taux, on a la récession qui arrive. Donc pas avant, d'accord? C'est très souvent après qu'on baisse les taux. Là, pareil, tu vois, le pivot de la Fed, il a eu lieu là et on a eu la récession après. Là, pivot de la Fed ici, on a eu la récession après. Donc là, c'est ce qui devrait se passer. Quelques mois après qu'on baisse les taux, on devrait avoir la récession. Donc on va retirer l'inflation, c'est plus trop intéressant. Et donc là, on se retrouve en fait simplement sur les taux d'intérêt américains. Et tu vois que dans 100% des cas où on a une grosse accélération comme ça des taux d'intérêt, qu'on les garde sur un petit plateau et qu'on les baisse, dans 100% des cas, du moins jusqu'aux datas qu'on a en 1972, on a une récession. D'accord? Donc je n'invente rien, on se base sur des datas factuelles. Donc c'est quand même assez probable qu'on ait cette récession. Mais ça ne suffit pas, on va se baser sur encore plus de data. Tu vas voir avec la suite de la vidéo. Je voulais revenir quand même sur l'inflation. Donc tu vois là, cette fois-ci, je t'ai mis l'inflation en orange. Donc tu as l'inflation, toutes les datas de l'inflation ici. Tu vois, on a eu quand même une grosse accélération de l'inflation. Tu vois, le point haut, il a lieu juste ici, tu vois. Et comme tu le vois ici, pour la première fois dans l'histoire, on a augmenté les taux d'intérêt juste avant le plus haut de l'inflation, d'accord? On est arrivé à l'inflation, tu vois, on était presque encore à 0%. À 0% de taux d'intérêt. Donc tu vois, c'est vraiment une anomalie. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est simplement qu'on a eu une hausse de l'inflation. Les entreprises, etc. ont emprunté à des taux à zéro durant toute cette période. C'est pour ça qu'on a un lag extrêmement long entre l'augmentation des taux d'intérêt et la récession. Tu vois, à chaque fois, on augmente d'habitude les taux d'intérêt en même temps que l'inflation. Et là, en l'occurrence, on est quand même dans un setup assez spécial qui au final retarde la récession. Et ça a été probablement calculé. Je pense que ça a été plutôt essayer d'être retardé au maximum pour pas que ça ait lieu avant les élections américaines. Donc je pense que tout a été calculé à plusieurs années avant. Donc tu vois, ce serait peut-être en 2021 que tu vois, ça a été calculé. Ils ont dit, bon, on va retarder un petit peu l'augmentation des taux, on va laisser un petit peu l'inflation faire. Et lorsque on sera sur un bon timing pour augmenter les taux, on va les augmenter jusqu'à après les élections américaines et là, on aura potentiellement la récession une fois que le président aura été élu. Donc ça, je vais t'en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Et donc tu vois, il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsqu'on va commencer à baisser les taux, en fait, on sera hors de danger, que la Fed va injecter énormément dans l'économie, etc. Et directement, tu vois, dès qu'on va commencer à baisser les taux et que les entreprises vont pouvoir emprunter extrêmement rapidement et tout, mais en fait, ça va pas du tout se passer comme ça. Comme je te l'ai expliqué un petit peu plus tôt, il y a un lag entre l'effet des taux d'intérêt dans l'économie réelle, d'accord? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que oui, d'accord, plus les taux vont baisser, plus les entreprises vont pouvoir emprunter à des taux plus faibles et injecter dans leurs entreprises, etc. Également, la Fed pourra injecter sur les marchés, etc. Mais ça ne va pas vraiment se passer comme ça, du moins ça ne va pas être instantané. Il y aura un lag de plusieurs mois avant que l'impact soit réel sur les marchés. Donc en fait, comme je te l'ai dit, le pivot de la Fed, c'est une bonne chose parce qu'on va se rapprocher de la récession et donc on aura des opportunités et puis après, on sera sorti d'affaires. Mais tant que
on n'a pas la récession, en fait, on n'est pas sorti d'affaire. Et tu vois, à chaque fois qu'on a ce top, ce pivot de la Fed, on appelle ça, tu vois, là où en fait la Fed va commencer à baisser ses taux. Donc ici, 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 tu vois, chaque fois qu'elle commence à baisser les taux, on a la récession qui arrive après, jamais avant, d'accord? Donc en fait, la dumb money, elle va se dire, bon, ok, on baisse les taux, hop là, j'achète, tu vois. Et là, elle va commencer à avoir des news, récession, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Le marché vont probablement retracer, probablement. On devra avoir un retracement, on en reparlera après. Et cette dumb money, elle va tout simplement vendre, elle va panic sell, ok? Parce qu'elle se sera dit, bon, bah, ok, les taux vont baisser, la Fed va injecter énormément de liquidités et là, c'est easy money instantané. Mais en réalité, ça ne se passe pas exactement comme ça. Et tu le vois en se basant avec des datas factuelles, on s'en rend compte. On pourra faire une petite comparaison avec le S&P par exemple, mais tu le verras beaucoup mieux. Et donc on est actuellement sur un agrégat extrêmement intéressant, c'est l'agrégat M2, ça s'appelle. Donc pour aller sur cet agrégat sur TradingView, tu as simplement à taper M2SL ou bien tu peux également faire USM2. C'est les mêmes datas, ok, c'est exactement pareil. Donc tu peux faire comme tu veux. Moi personnellement, je suis allé sur M2SL, tu vois. Je me suis mis en logarithme et en fait, tu le vois, on a donc l'agrégat monétaire qui regroupe toutes les monnaies des États-Unis, d'accord? Donc globalement, la masse monétaire américaine. Donc c'est un agrégat qui est assez connu et donc qui nous montre la masse monétaire américaine. Donc tu vois, c'est une masse monétaire qui est créée durant les années, tu vois, elle est croissante, d'accord? Donc tu vois, il y a environ 70 ans, on était ici à 260 milliards. Aujourd'hui, donc on a fait x10, on est à 20 000 milliards de dollars, tu vois, émis par donc la Federal Reserve. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en fait dans l'histoire, on avait quand même cette grosse constance, tu vois, on a vraiment une constance de création monétaire et durant le Covid, tu vois, on a eu une énorme hausse de la croissance monétaire, enfin de la création monétaire. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont payé les gens à rester chez eux sans travailler, d'accord? Donc c'est pour ça en fait qu'on a eu cette énorme hausse de création monétaire. Donc la Federal Reserve a imprimé en masse et là tu le vois, donc on était ici, tu vois, et on était donc décorrélé en fait de cette ligne rose que je t'ai mis qui nous montre la constance de cette droite. Et l'objectif en fait en haussant les taux, en augmentant les taux, pardon, c'est justement de recoller cette droite pour par la suite continuer cette croissance proportionnelle dans l'histoire. Donc les États-Unis ont baissé les taux pour diminuer la monnaie tout simplement, donc détruire de la monnaie et c'est dans cette période ici, on est en fait en quantitative tightening. Donc tu vois là, on était en quantitative easing, donc c'est tout simplement une période où on imprime beaucoup d'argent et là on est dans une période où on détruit justement de la monnaie, donc quantitative tightening juste ici. Donc ça c'est l'agrégat M2 et tu vois on est revenu précédemment là recoller cette droite, donc tu vois on est quand même en monthly, donc bon on a le temps mais globalement on va pouvoir faire quelque chose comme ça, tac, puis ensuite remonter progressivement et là à ce moment là on aura de la création monétaire et du quantitative easing pour justement tenir dans le temps. Donc là probablement qu'on n'aura pas de récession pendant au moins une dizaine d'années à la suite de ça, étant donné qu'on a eu quand même une grosse période de quantitative tightening qui devrait donc nous permettre à la suite de la récession de pouvoir entamer une grosse croissance économique américaine qui devrait être très intéressante. Donc c'est, tu vois, une situation qui est quand même unique dans l'histoire. La dernière fois que c'est arrivé, c'était ici, tu vois, mais c'était un petit peu plus long que nous, tu vois. Là, en 2021, ça a été vraiment instantané, tu vois, vraiment quelque chose comme ça. Vraiment une grosse hausse d'un coup. Là, tu vois, c'est simplement, on a décollé très légèrement. On n'a pas eu vraiment de destruction monétaire, tu vois. Il n'y a pas un seul moment où on décroît. Alors que là, oui, tu vois. Là, c'est vraiment une situation unique dans l'histoire de l'économie américaine où on a vraiment la courbe qui descend. À présent, nous allons nous rendre sur un indicateur extrêmement utilisé en finance qui est extrêmement intéressant et cet indicateur s'appelle la courbe des taux. Pour trouver cette courbe des taux sur TradingView, c'est très simple. Donc vous allez tout simplement faire US 10Y, donc pour les obligations à 10 ans, donc les rendements des obligations à 10 ans, moins US 0,2 yield. Donc pareil, vous appuyez sur entrée directement et donc là on est directement sur la courbe des taux. On va se mettre en droite, d'accord, on verra beaucoup mieux et on va enlever le logarithme, sinon on va rien voir, on va se mettre en automatique, tac. Et donc on est actuellement sur la courbe des taux. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Cette petite soustraction qu'on a fait, ça signifie tout simplement qu'on va soustraire les taux des obligations à 2 ans, donc à court terme, aux obligations à moyen terme à 10 ans. Tu vois, donc ça veut dire que si en gros le rendement des obligations à 2 ans est plus élevé que le rendement des obligations à 10 ans, la courbe sera en négatif. Et je ne vais pas te faire un dessin, mais à chaque fois que la courbe est en négatif, on entre en récession. Tu vois, elle vient en négatif ici, on entre en récession. Elle est en négatif, on entre en récession. On est en négatif, on rentre en récession.
Pareil ici, tu vois, on est passé en négatif très légèrement en 2021. Tu vois, on est passé en négatif, boum, récession. Et là, je ne vais pas te faire un dessin, mais tu vois, on est bien en négatif depuis extrêmement longtemps. Depuis presque 2 ans qu'on est en négatif. Donc, tu vois, le lag est extrêmement long. Tu vois, là, on est vraiment en train de temporiser sur cette courbe des taux. Et je pense que le marché, en fait, a pricé la récession beaucoup trop tôt. Et là, en fait, on est simplement en train de temporiser pour attendre justement le passage en positif. Si on regarde un petit peu, tu vois, dans l'histoire, on passe en positif et ensuite on a la récession. Donc ça signifie tout simplement qu'on est quand même assez loin encore de cette récession et donc on est également assez loin probablement de la baisse des taux. Ça devrait arriver en 2024, on va en reparler un petit peu plus tard, mais tu vois, à chaque fois qu'on passe en positif, boum, récession, positif, récession, positif, récession. Tu vois, ça ne se passe pas quand on est en négatif, hein, à jamais. Et donc globalement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque les taux à court terme sont plus élevés que les taux à moyen terme, ça signifie que le risque est plus élevé. Donc une obligation, c'est quoi? C'est un instrument qui permet à un pays de lever de la dette. Donc là, en l'occurrence, lorsque le rendement des obligations à 2 ans est très élevé, ça signifie que son prix est très faible et donc que le marché price un prix élevé à court terme. Étant donné qu'on se rémunère grâce au risque sur les marchés, plus le risque est élevé, plus les rendements vont être élevés. Donc là, en l'occurrence, ça signifie que le rendement à court terme est élevé, ok, plus élevé qu'à 10 ans. Ok, donc à 2 ans, on a plus de risque en fait de rentrer en récession qu'à 10 ans. Donc en fait, le marché price dans 10 ans une économie plus safe que dans 2 ans. Donc cette courbe des taux, on l'appelle aussi la yield curve et tu vois, j'ai mis donc une alerte. Lorsqu'on va passer en positif, je serai averti. Je t'invite à faire la même chose, ça va être vraiment un instrument à surveiller pour les prochains mois. Également, j'oubliais, mais quelque chose de très intéressant à remarquer, c'est que tu vois ici la crise de 1990, on est quand même revenu assez profondément, tu vois, dans la yield curve. Là, tu vois, pareil, la crise, la bulle Internet, tu vois, pareil, on est revenu assez profondément. Là, pareil, la crise de 2008, bon, ça allait. Là, la crise de 2021, ça allait, tu vois, on n'a vraiment pas été très profond, donc le risque était probablement plus faible que toutes ces récessions précédemment. Par contre, là, tu le vois, on est quand même bien plus en négatif. Je crois que c'est une des courbes des taux qui a été le plus en négatif. Donc, tu vois, on est quand même vraiment descendu à moins de 1%. Donc, ça signifie que le marché vraiment price un énorme risque et donc probablement une crise sans précédent, bien plus dévastatrice que ce qu'on a pu avoir précédemment en 2008 ou en 2000. Donc, il est extrêmement probable qu'on ait vraiment une très grosse crise qui nous attend pour 2025. Il faut également savoir que le chômage est inflationniste, ok? Moins il y a de chômage, plus l'inflation augmente. Par contre, plus on a de chômage, plus l'inflation ralentit, d'accord? C'est normal. Tout simplement, si les gens ont un travail et que le chômage est très faible, bah, les gens vont dépenser, donc les prix vont augmenter. Si à l'inverse, les gens n'ont pas de travail, ils sont au chômage, bah, ils vont beaucoup moins dépenser et donc les prix vont baisser, enfin du moins l'augmentation va ralentir, donc l'inflation également par conséquent. Pour analyser le chômage, on se rend sur le ticker Unrate sur TradingView juste ici, donc tu le vois UNRATE, très simple et on voit donc le taux de chômage aux États-Unis. Très simple. Et là, d'un clin d'œil, tu le vois, on a des datas jusqu'en 1950, donc plus de 70 ans de data et donc on va avoir un échantillon extrêmement précis. Tu vois à chaque fois qu'on a un chômage assez bas, comme on est actuellement, tu vois ici on est donc à 3,9% de chômage, à chaque fois, je t'ai mis les ronds verts, tu vois, à chaque fois dans 100% des cas, on a par la suite une augmentation du chômage, mais surtout une récession. Tu vois les récessions, pareil, elles sont en rouge et tu vois, donc nous, qu'est-ce qu'on va attendre? Tu vois, même en 2021, tu vois, on a eu une explosion du chômage, on n'a jamais eu autant de chômage aux États-Unis, c'est normal, hein, donc il y a pas mal de monde qui ont perdu leur taf dû justement au confinement et donc là, ce qu'on attend, c'est quoi? C'est donc une augmentation du chômage. Est-ce que c'est ce que vraiment la Fed attend? Elle souhaite réellement que le chômage augmente parce que le chômage, c'est déflationniste. Est-ce que lorsqu'il y a beaucoup de chômage, l'inflation ralentit comme je te l'ai expliqué juste avant. Et donc, si l'inflation ralentit et si le chômage augmente, on a également une perte de croissance parce que les gens apportent de la valeur au pays, aux entreprises. Et donc, si on a un chômage qui augmente, forcément, les entreprises ne créent moins de valeur, moins de croissance pour le pays et donc le pays rentre en récession. Et c'est exactement ce qui devrait se passer, mais la Fed a besoin de cette récession pour contrôler l'inflation à long terme. Donc c'est justement ce qu'elle va rechercher, une augmentation du chômage. Et donc là vraiment on le voit d'un clin d'œil et on a surtout un gros échantillon, donc ça valide en fait la crise qu'on attend. Encore plus avec toutes les datas qu'on a eues juste avant. Mais c'est pas terminé, il reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on en a encore.
Un facteur très sous-estimé selon moi dans les analyses de récession, extrêmement intéressant, c'est les permis de construire aux États-Unis. Les permis de construire, l'autorisation des permis de construire aux États-Unis, c'est un facteur non négligeable à prendre en compte parce que l'immobilier prend une part non négligeable de la croissance des États-Unis et pas mal des pays occidentaux en général. Donc pour ce faire, c'est très simple, on se rend sur USBP et là tu as United States Building Permits. Donc on va prendre le premier, pas celui-ci, on va prendre celui-là. Et là tu vois, qu'est-ce qu'on voit encore? À chaque fois qu'on a une baisse des permis de construire, on a logiquement moins de permis de construire, moins de croissance de l'immobilier et donc une décroissance de l'économie, enfin du moins moins de croissance et donc une récession. Tu vois ici, tac, tac, tu vois à chaque fois c'est en rose. Je t'invite à faire pause, d'accord? Parce qu'on va pas tout voir un par un, ça sert à rien, mais à chaque fois on a une récession, tu vois. Donc c'est quand même super intéressant et là comme tu le vois très récemment on a eu donc une baisse des permis de construire qui devrait même s'intensifier surtout avec la crise de l'immobilier commercial que je t'ai partagé en début de vidéo. Donc il est assez possible qu'on continue la baisse sur les permis de construire et donc que cela entraîne un manque à gagner à l'économie américaine et donc la récession qu'on attend. Avant de voir les répercussions que cela aura sur les marchés et les assets à risque, je vais vous partager quelques datas qui augmentent la probabilité d'exécution de cet événement. Le premier graphique que je souhaitais vous montrer, c'est le défaut de paiement des prêts hypothécaires aux États-Unis. Cela se produit lorsqu'un propriétaire d'un bien immobilier ne parvient pas à respecter les conditions de remboursement du prêt hypothécaire tel qu'établi dans le contrat de prêt. On remarque une augmentation significative depuis ces derniers mois, semblable à ce qu'on pouvait constater avant la crise de 2001, de 2008 ainsi que de 2020. Le deuxième graphique que je souhaitais vous montrer sont les retards de paiement des cartes de crédit aux États-Unis. Vous le savez, aux États-Unis, la population vit majoritairement à crédit via les cartes de crédit et les taux sont généralement très élevés et augmentent au fur et à mesure que l'emprunteur ne rembourse pas ses intérêts. On remarque une augmentation significative des retards de remboursement des cartes de crédit équivalent aux précédentes crises. Le troisième graphique intéressant et le plus choquant est le total de la dette des cartes de crédit impayées en milliards de dollars, qui atteint en fin 2023 1100 milliards de dollars de dette, un niveau à présent jamais atteint. Nous allons attaquer la partie que vous attendez probablement le plus. Je vais à présent vous parler des impacts que cela pourra avoir sur les marchés et les opportunités que cette crise pourra vous apporter. Que ce soit clair, oui, cette récession va faire crash les marchés comme toutes les précédentes crises, mais je fais cette vidéo justement pour que vous puissiez vous préparer à l'anticiper et à réagir en fonction sans être en panique, ok? C'est pendant les crises que les plus grosses créations de richesse ont lieu et cette crise sera le meilleur moyen de saisir les opportunités intergénérationnelles qui se présenteront à vous. Et honnêtement, je pèse mes mots, on va faire le tour des principaux actifs. Bien évidemment, on va commencer par le S&P. On a des datas jusqu'en 1870 et le S&P donc devrait avoir de quoi émettre des conclusions pertinentes. On va directement sur le graphique. Donc voilà, nous voilà sur le S&P. Je vous ai mis comme d'habitude l'indicateur récession. On le voit à chaque récession, on a eu un crash plus ou moins important du S&P. Mais bon, ça ne suffit pas, d'accord, de visualiser ça, c'est pas très précis. Donc j'ai fait le travail pour vous, j'ai fait un tableau Excel où j'ai répertorié toutes les baisses notables sur le S&P. Donc voilà, j'ai récolté toutes les datas dans un Excel. Donc juste ici, c'est très simple, tu as la date de la crise. C'est pas très compliqué, ok? Je pense que tu vas très vite comprendre. Alors oui, c'est pas très beau, je pense qu'on s'en fiche un petit peu. Mais donc voilà, c'est quelque chose d'efficace. J'ai récolté les datas pour essayer d'avoir quelque chose le plus objectif possible. Donc tu vois, j'ai pris les années des crises. Donc toutes les crises qu'on peut voir juste là avec donc les barres rouges. J'ai mis donc la performance durant cette crise. Donc juste à droite, je t'ai mis si durant la crise on a perdu des performances, donc perdu simplement de la valeur. Donc si on a une performance négative, j'ai mis du rouge. Si on a une performance positive, j'ai mis du vert. Donc tu vois, tout le rouge, c'est des performances négatives. Donc on a quand même une majorité de performances négatives et 2 performances positives durant les récessions. Donc tu vois, c'est exceptionnel. Je ne saurais pas te dire pourquoi on a eu des performances positives, mais bon, soit on a pris les datas. J'ai retiré les datas, donc les performances, les 2 performances les plus extrêmes, donc la plus élevée, donc une qui est dans le vert, donc la plus 32,36% et la plus extrême en négatif, moins 85,27%, afin d'avoir quelque chose de plus ou moins pertinent, d'accord? Parce que sinon, moins 85%, bon, il est quand même très peu probable, je pense qu'on les ait. Au moins on essaye d'avoir quelque chose de plus ou moins cohérent, tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai pris toutes les dates, toutes les performances qui étaient valides. Donc tu vois, je te les ai mis ici dans un tableau avec toutes les crises que je prends en compte, toutes les performances de chaque crise. J'ai pris les 14 plus grosses performances, donc les performances négatives les plus grandes, donc là où le S&P a perdu le plus, et là je t'ai mis l'inverse, donc
celle où le S&P a perdu le moins. Parce qu'en fait, il y a 28 datas qui sont valides. Donc 14 et 14, tu as bien compris. Donc je t'ai fait une moyenne, donc le S&P a perdu en moyenne dans l'extrême, dans les 14 datas les plus extrêmes, il a perdu moins 40,6% à peu près. Et en moyenne, sur les 14 datas les moins extrêmes, le S&P a perdu moins 10,9%. Je suis en train de faire le montage et en fait j'ai remarqué que j'ai fait une petite erreur. Ici en fait j'avais mis plus 57% sur l'année de 1926, donc la crise de 1927 aux États-Unis. Malheureusement en fait c'est moins 52% et donc je l'ai pas mis ici, je l'ai mis ici, donc j'ai interverti, j'ai mis ici moins 27%. Donc ça a modifié un petit peu la fourchette qui est à présent de moins 42% pour les 14 plus grosses performances et de moins 16% sur les 14 plus petites performances. Ça veut dire qu'en fait, si on a une récession, normalement, on devrait faire un retracement sur le S&P de moins 16% au minimum selon les statistiques jusqu'à moins 42% selon les statistiques en moyenne. Ça veut dire qu'on peut faire un petit peu plus, on peut faire un petit peu moins peut-être. Globalement, ça se situera entre ces deux datas, entre ces deux moyennes. C'est là où il y a le plus de probabilité que le S&P retrace, d'accord? Donc on peut aller à moins 40%, etc. Petite modification donc sur les statistiques, peut-être que tu avais déjà remarqué cette erreur sur l'écran. En tout cas, voilà, maintenant tu as les bonnes datas et je te laisse pour la suite de la vidéo. Il est très peu probable, tu vois, qu'on ait une récession avec une performance positive. Tu vois, on a eu 2 cas sur plus de 100 ans, donc c'est quand même assez peu probable. Tu vois, sur 150 ans, on a eu 2 récessions, on a eu une performance positive. Donc ça me paraît assez peu probable. Sur un échantillon de 28 datas, je trouve ça quand même assez objectif et assez pertinent, même s'il aurait été intéressant d'en avoir peut-être 50, 100 datas. Mais bon, je laislerai à mes petits-enfants, peut-être à mes arrière-petits-enfants, faire ce travail lorsqu'on aura 100 récessions aux États-Unis. Pour le moment, on n'en a pas eu assez, donc pour le moment, c'est pas possible. Mais peut-être que dans 100 ans ou 150 ans, il sera possible de faire un échantillon un petit peu plus gros. Donc j'ai fait quand même un gros travail de récolte de data. Il peut être intéressant peut-être de faire des datas sur une moyenne, sur la durée des récessions, parce qu'une récession, elle peut durer un trimestre, d'accord? Mais elle peut également en durer 3, 4, 5, 6 trimestres, c'est pas impossible, ok? Donc il sera intéressant peut-être de faire une récolte de data pour avoir pareil des moyennes sur la durée qu'on devrait avoir sur cette récession. Il peut être également intéressant de récolter des datas pour avoir le timing en fonction du pivot de la Fed, etc. Donc à 300 likes, si on atteint les 300 likes sur cette vidéo, vraiment ce serait vraiment super si on les atteint, c'est un très gros objectif. Si on atteint les 300 likes, je ferai une partie 2 où on fera vraiment beaucoup plus de récolte de data. On essaiera de timer cette récession, vraiment de timer pour avoir quelque chose le plus précis possible avec une fourchette. Je vous dis globalement, j'ai fait déjà un petit travail de récolte de data, mais normalement ça devrait arriver d'ici début 2025, tu vois. La baisse des taux devrait arriver en fin d'année et on devrait avoir une récession début 2025. Mais je t'invite quand même à liker la vidéo, comme ça me motivera à faire un plus gros travail de récolte de data et voir quelque chose le plus précis possible. Tout ce travail de récolte de data nous permet d'avoir un avis objectif et éclairé sur la situation. Sans cela, notre avis peut être biaisé par une volonté au fond de nous ou une croyance qui est fausse. Le S&P devrait donc effectuer un gros retracement qui emmènerait tous les marchés à effectuer un retracement tout autant conséquent. Sur le marché crypto, il est très compliqué de faire des moyennes et des datas pertinentes sur un actif qui a peu d'historique comme le Bitcoin. Nous pouvons par contre affirmer avec de fortes probabilités que le retracement sur Bitcoin sera plus conséquent que celui sur le S&P 500 et je ne parle même pas des altcoins qui eux retraceront encore plus que le Bitcoin lui-même. Cela devrait être la même chose sur les marchés actions. On a même remarqué que récemment Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs du monde qui gère plusieurs centaines de milliards via son fonds Berkshire Hathaway, a renforcé considérablement ses réserves en cash et a considérablement baissé son exposition au marché. Il est connu pour avoir profité massivement des précédentes crises qui s'étaient présentées à lui et il anticipe peut-être le même scénario que nous. À présent, je vais me concentrer sur le timing de cette récession. Pour le moment, elle n'est pas pour demain, mais il faudra l'anticiper afin de ne pas se faire piéger, mais également de pouvoir en profiter pour spéculer à la baisse sur un potentiel crash par exemple. Mais surtout saisir les opportunités à l'achat qui se présenteront à nous, qui nous amèneront des prix à ne surtout pas manquer si vous souhaitez vous créer un portefeuille d'actifs de bon prix pour les prochaines années. Pour le moment, à l'heure où je vous parle, le marché price avec de fortes probabilités une baisse des taux aux États-Unis le 9 novembre 2024. Nous devrions donc avoir une récession qui arrivera peu de temps après, aux alentours de février-mars 2024 environ. Cette vidéo m'a demandé beaucoup de temps et de travail pour la réaliser, alors si elle t'a plu, n'hésite vraiment pas à la liker, ça m'aide vraiment énormément. Et si tu souhaites que je te partage une analyse sur le timing de cette dernière, n'hésite vraiment pas à me le faire savoir en commentant la vidéo ainsi qu'en t'abonnant pour ne rien rater. N'oublie vraiment pas de liker également la vidéo afin que ça me motive à timer cette récession. Je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée et puis on se retrouvera demain comme d'habitude pour la vidéo daily. Allez, ciao les gars!